Alors, on va commencer tout de suite. Si l'ordinateur veut bien coopérer, on va commencer. Alors, Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, c'est l'organisme pour lequel je travaille. C'est l'organisme qui vous présente cette conférence-là aujourd'hui. Donc, nous, l'organisme, qu'est-ce qu'on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est un organisme qui travaille en promotion de la santé mentale positive, puis en prévention de la détresse psychologique. Puis, on fait ça sur le territoire de Chaudière-Appalaches pour les gens de 0 à 128 ans. Donc, on est deux ressources pour faire ça, à la recherche présentement d'une troisième ressource. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les milieux? Bien, on offre, dans le cadre de notre 30e anniversaire, des conférences gratuites comme aujourd'hui. Donc, ça va avoir lieu tout le long là, de notre année de 30e anniversaire. Donc, dans les prochains mois, vous allez pouvoir assister à d'autres conférences comme celle-là qui vont être gratuites. Elles vont être mises en ligne là, sur notre site web, puis sur nos médias sociaux. Donc, c'est par là que vous allez pouvoir vous inscrire aux prochaines activités. Sinon, on offre aussi des conférences dans les milieux qui nous demandent de venir donner des conférences pour leurs membres, pour leurs employés. On offre des kiosques quand COVID ne fait pas partie de la game. Ensuite, on est sur des tables de concertation pour Chaudière-Appalaches. Puis, on offre des formations en milieu de travail. Donc, nous, on est un organisme qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement Santé mentale Québec. Donc, partout à travers le Québec, à travers la région, il y a des membres un peu comme nous. Donc, toute la gang ensemble, on travaille à chaque année développer une campagne de promotion de la santé mentale positive. Puis cette année, bien, ça tombe bien, notre campagne tourne autour du facteur de protection ressentir. Donc, on va parler des émotions parce qu'on a envie un paquet ces temps-ci à cause de Madame COVID. Donc, c'est le thème de notre campagne de promotion de cette année. Tous nos outils sont disponibles gratuitement en version PDF sur notre site web. Sinon, ceux qui préfèrent les avoir en format papier, vous pouvez toujours les commander, puis nous, on vous les envoie par la poste. Donc, il y a un paquet de choses qui fait partie de cette campagne-là. Vous irez fouiner sur notre site web. C'est super intéressant. Plein d'outils clés en main pour vous. Puis, ben moi, je me présente. Je suis Marie-Philippe. Je suis agente de communication et promotion pour l'organisme. Avant de commencer, là, je vous ai un petit peu parlé de promotion, prévention, c'est notre mission, c'est ce qu'on fait. Mais vous allez voir que la promotion, ben, ça s'applique à un paquet de situations. Donc, en promotion, ce qu'on fait, c'est qu'on cible vraiment l'ensemble de la population. Puis comment on va faire ça de la promotion, en fait, c'est qu'on va outiller les gens sur les différents facteurs de protection en santé mentale. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi, on va parler d'un paquet de facteurs de protection à travers la promotion. Puis, on va parler aussi des déterminants sociaux de la santé. Ça, c'est plus au niveau de l'environnement dans lequel on évolue. Ensuite, on va démêler prévention. La prévention, c'est quoi? Bien, ça va cibler des individus puis des groupes qui sont un petit peu plus vulnérables. Donc, avec cette gang-là, on va parler plus de facteurs de risque. Au niveau de la santé mentale, on en a tous des facteurs de risque, donc c'est là-dessus qu'on va travailler en prévention. Ensuite, en traitement, mais là, ça va cibler vraiment les individus qui vivent avec une problématique de santé mentale, puis on va viser à ce moment-là le rétablissement. Ensuite, le concept de sensibilisation, mais là, ça cible vraiment les gens qui sont en situation de réinsertion puis d'intégration psychosociale. Fait que comme vous pouvez le voir, là, la ligne promotion, là, elle s'étend à tout ça. Elle s'étend en prévention, en traitement, en stabilisation. Fait qu'on peut faire de la promotion tout le temps, avec tout le monde. Puis je suis certaine que dans vos milieux, vous en faites de la promotion, puis probablement que vous en rendez même pas compte. Donc, chapeau pour la promotion que vous faites dans vos milieux. Continuez, lâchez pas. On en fait tous un petit peu à notre façon de la promotion parce que c'est vraiment large. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pendant notre petite jasette? Bien, on va essayer de comprendre c'est quoi la santé mentale positive. On va définir le stress, puis ça sert à quoi cette bébite-là. On va essayer de voir c'est quoi les symptômes du stress. On va apprivoiser nos émotions en temps de crise. Hein? C'est pas facile avec tout ce qu'on vit présentement pour certains au niveau de nos émotions. On va voir à reconnaître les sources de stress. On va regarder ensemble les phases de réaction au stress. On va se familiariser avec nos facteurs de protection dont on a parlé un petit peu plus tôt. Puis, on va essayer de définir la résilience. Mais là, inquiétez-vous pas. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes aujourd'hui. Vous allez recevoir, tout le monde, là, je vais vous envoyer par courriel le cahier du participant
participants. Puis là-dedans, vous allez avoir vraiment plein d'affaires dont je vais discuter aujourd'hui avec vous. Vous allez avoir des exercices pour mettre en pratique ce qu'on va avoir vu. Puis en plus, ben, je vous donne plein de ressources si jamais ça vous tente d'explorer plus en détail là, le stress, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, en 1 heure, on n'aura pas le temps de couvrir tout le sujet. Donc, inquiétez-vous pas, ça va vous être envoyé par courriel à la fin de la présentation. Je vous envoie ça. On tombe dans notre vif du sujet. C'est quoi la santé mentale? On commence. Alors, la santé mentale, souvent, quand je vais demander aux gens, bon, ben, c'est quoi selon vous la santé mentale? Souvent, les gens vont dire, ah, ben, Marie-Philippe, la santé mentale, c'est de la schizophrénie, c'est de la bipolarité. Ils vont me sortir un paquet de maladies comme ça. Mais en fait, tu sais, la santé mentale, c'est pas la maladie. C'est quelque chose de florissant, la santé mentale, hein? Ça le dit santé mentale. Quand on pense, exemple, à quelqu'un, quand on pense à santé physique, ben, on va penser à quelqu'un qui s'entraîne, hein, qui a un bon cardio, qui est en forme. Fait que c'est la même chose pour la santé mentale. C'est quelque chose de positif, la santé mentale. Fait que la santé mentale, c'est une composante essentielle de la santé. L'Organisation mondiale le dit, hein, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc, c'est important d'en prendre soin. Puis nous, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait partie du mouvement. Puis toute la gang ensemble, on s'est doté de notre propre définition de c'est quoi la santé mentale pour nous. Fait que nous, on dit que la santé mentale, en fait, c'est un équilibre qui est dynamique entre les différentes sphères de notre vie, sociale, mentale, physique, spirituelle, économique et émotionnelle. Puis pourquoi on dit que c'est dynamique? Hein? Parce que, en fond, c'est quelque chose qui va changer en fonction des situations, en fonction de l'environnement aussi dans lequel on vit, de notre capacité à nous adapter à tout ça. Puis, ben, c'est quelque chose qui, veut pas, c'est constamment en mouvement. Hein? Puis là, j'ai la manie de faire ça comme ça parce que dans nos anciennes présentations, on utilise un jongleur pour présenter ça. Puis, ben, c'est la même chose pour mon petit emoji là, qui est sur un fil de fer puis qui est chambranlante. Mais tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, je perde mon équilibre et j'aurais le goût de m'accoter sur quelque chose parce que, tu sais, je suis en déséquilibre, ça va moins bien. Même chose pour mes balles de jonglerie. Ça se peut qu'à un moment donné, j'aille le bras mort puis j'aille le goût de passer la balle à quelqu'un qui m'aide à maintenir mon équilibre. Fait que c'est normal que des fois, ça soit en déséquilibre comme ça, que ça aille un petit peu moins bien. Il ne faut pas hésiter à ces moments-là d'aller chercher de l'aide pour nous aider à rétablir cet équilibre-là. Fait que la santé mentale, ça nous permet quoi? Au fond, bien, la santé mentale, ça va nous permettre d'agir. Ça va nous permettre de réaliser notre plein potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, puis d'apporter une contribution à notre communauté. Puis cette santé mentale-là, elle va être influencée par les conditions de vie, par les valeurs collectives là, avec des gens qui nous entourent, la collectivité. Puis ça va être influencé aussi par nos propres valeurs à nous. Alors, où se situe votre santé mentale à vous? Hein, dans le fond, avant, on croyait qu'il y avait seulement un axe là, pour la santé mentale. On se disait, OK, bon, ben, il y a l'absence de trouble mental ou présence de trouble mental, puis c'était ça, c'était tout. Mais maintenant, il y a des études qui ont été faites, puis on a découvert que, il y a une santé mentale élevée optimale, santé mentale faible aussi, qui s'ajoute à ce continuum-là, ce qui donne le continuum qu'on connaît aujourd'hui. Fait que, bien évidemment, tout le monde, on aimerait se situer où l'étoile jaune vient d'apparaître là, dans votre écran, avoir une santé mentale élevée optimale, puis être en l'absence de troubles mentaux. Mais la vie de tous les jours, ça fait que ben c'est pas comme ça. Et ça se peut qu'on ait des moments qu'on oscille sur notre ligne. C'est comme si on prend, si on a une grippe ou un rhume, ben, ça se peut que notre santé physique aille un petit peu moins bien d'une journée à l'autre. Fait que c'est normal parfois que ça aille moins bien. Hein? Puis, à l'inverse, mais tu sais, on peut aussi se retrouver, l'étoile jaune peut complètement se retrouver à l'opposé. On peut être en présence de troubles mentaux. Exemple, on prend quelqu'un qui est atteint de schizophrénie, puis qui est médicamenté, puis que ça va bien avec sa médicamentation, mais cette personne-là peut se retrouver à l'opposé, puis d'avoir une santé mentale optimale élevée, puis être en présence d'un trouble mental. Fait que je vous pose une petite question pour voir si vous m'avez bien écouté. Je vais vous demander d'interagir avec moi par les commentaires encore une fois. Donc, c'est un vrai ou faux. Alors, une personne qui a un diagnostic de maladie mentale peut être en meilleure santé mentale qu'une personne qui n'a pas de diagnostic. Je répète ma question.
Une personne qui a un diagnostic de maladie mentale peut être en meilleure santé mentale qu'une personne qui n'a pas de diagnostic. Ça rentre, parfait. Super. OK, bien, vous êtes bon. M'écoutez, c'est bon signe. Fait que la majorité d'entre vous là, avez la bonne réponse. En fait, c'est vrai. Une personne qui est atteinte de maladie mentale peut avoir une meilleure santé mentale. On se rappelle, notre santé mentale, elle peut osciller sur l'axe vertical. Fait qu'à la lumière de tout ça, on peut dire que 100% des gens ont une santé mentale. Puis c'est important d'en prendre soin de cette santé mentale-là. On tombe dans le stress maintenant. Alors, le stress, c'est quoi? C'est quoi cette bibite-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, le stress, au fond, c'est l'ensemble des réponses qui est produite par notre organisme qui, lorsqu'on rencontre une situation qui va nous demander un effort d'adaptation. Donc, c'est ça le stress. Parfait. Est-ce que c'est possible d'éliminer ce stress-là de nos vies? En fait, c'est quelque chose qui est impossible. On va toujours devoir faire face à du stress à un moment donné ou à un autre. En fait, on doit apprendre à vivre avec. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va essayer d'apprendre comment on fait ça pour vivre avec le stress. Fait que là, vous me dites, bon, OK, parfait, on n'a pas le choix, on va vivre avec, mais ça nous sert à quoi dans la vie de gérer le stress, d'essayer d'apprivoiser ce stress-là? Ça nous sert à quoi? Bien, au fond, le stress, c'est simple, ça sert à survivre. C'est ça, en fond, qui a fait qu'on est encore ici aujourd'hui. Hein. C'est ça qui a fait que les hommes des cavernes, à l'époque, ont fui la grosse bébite épeurante ou ont combattu la grosse bébite épeurante. C'est pour survivre. Puis c'est pour ça qu'on est là. Fait que le stress, c'est ça qui active la réaction de combat ou de fuite devant le danger qui est réel ou qu'on perçoit. Fait que c'est non seulement utile, mais c'est nécessaire à notre survie. On est là à cause du stress. Mais là, vous me dites, OK, parfait, Marie-Philippe, mais maintenant, il n'y en a plus de ces grosses bébites épeurantes-là. En tout cas, on l'espère que ça n'existe plus, ces grosses bébites épeurantes-là. Fait que ça sert à quoi maintenant? T'sais? Bien, le stress, ça peut nous aider à mettre au point aujourd'hui des stratégies d'adaptation ou à trouver des solutions pour faire face à nos problèmes, faire face à notre stress, l'apprivoiser, puis finalement être capable de le dissoudre, ce stress-là. Fait que le stress a une utilité. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à vivre avec, à l'apprivoiser. Puis, ça ne veut pas dire, par exemple, de le subir, ce stress-là. Hein, on n'est pas là, on vit du stress, puis bon, je suis stressée, sinon ça va aller mal. Fait qu'on va apprendre à le dissoudre ensemble. On va voir les symptômes de stress. Fait que les symptômes de stress, c'est un peu comme notre système d'alarme. Hein? C'est notre corps qui nous envoie un système d'alarme qui nous dit « Oh, OK, il se passe quelque chose, réagis parce que là, il se passe de quoi? » Fait qu'on va voir ensemble les symptômes physiques, les symptômes comportementaux, symptômes émotionnels et les symptômes cognitifs. Il faut savoir, par exemple, que les symptômes, c'est vraiment personnel à chacun d'entre nous. Certaines personnes peuvent avoir des symptômes visibles, des symptômes invisibles. On va avoir des effets à long terme, à court terme aussi. Puis même pour nous, ces symptômes-là peuvent varier d'année en année. C'est quelque chose qui va changer les symptômes de stress. Fait qu'on embarque. Nos symptômes physiques. Les symptômes physiques, ça le dit, hein, dans le fond, c'est la réaction physique engendrée par notre corps là, face à un stresseur. Fait que c'est notre corps qui nous envoie un message qui dit « OK, il se passe de quoi? Fais quelque chose. » Fait que ça peut être quoi? Des symptômes physiques? Bien, ça peut être des tensions musculaires, avoir une fatigue, l'épuisement, avoir des sueurs, avoir mal au cœur, mal dans le dos. Pour certaines personnes aussi, bien, ça peut augmenter la douleur. Hein? Si quelqu'un a déjà mal dans le dos puis vit une situation de stress, bien, ça peut juste amplifier cette douleur-là aussi. Il y a des gens qui peuvent entendre là, des tintements là, dans leurs oreilles, là, un petit silement. Donc, c'est vraiment personnel à chacun. Rassurez-vous, vous n'aurez pas tous ces symptômes de stress-là. Hein? Sinon, on n'aime déjà pas ça, le stress. On aimerait encore moins ça. Ça serait phénoménal. Fait qu'on va se reconnaître dans quelques-uns des symptômes, mais pas tous, bien évidemment. Symptômes physiques. On a nos symptômes comportementaux. Les symptômes comportementaux, ça le dit, hein, les symptômes, les réactions comportementales qu'on va avoir face à une situation qu'on dit stressante. Fait que la personne qui va être stressée et qui va vivre ces symptômes-là, elle va souvent nier ces changements-là chez elle. Mais il faut se dire que aussi de nier l'évidence, ça peut être un signe de stress. Fait que souvent, ces comportements-là vont être pris comme étant, ils vont être créés comme
pour faire une barrière là, entre nous et le stress, mais ces comportements-là ne sont pas tout le temps bien adaptés à la situation. Fait que ça peut être quoi, nos symptômes comportementaux qu'on peut ressentir? Ben, ça peut être de procrastiner. Tu es stressé, fait que tu vas juste tout repousser à plus tard. Ça peut être un changement au niveau de ton humeur, d'être plus susceptible, critiquer les autres, être super indécis pour un paquet d'affaires, être incapable là, d'être tout seul, fait que s'isoler. Pour les personnes qui fument, ben, ça peut être de fumer excessivement quand ils vivent une situation de stress. Ça peut être de pleurnicher pour des choses que normalement, ça ne nous mettrait pas dans cet état émotif-là. Il peut aussi avoir des changements de la libido. Encore là, un paquet de choses, vous ne les aurez pas tous une chance, mais quelques-uns d'entre eux. Nos symptômes émotionnels. Fait que ça, c'est les réactions émotionnelles face au stress, bien sûr. Fait que souvent, là, les changements les plus importants qui vont se dévoiler chez une personne, ça va être une poussée de tension émotionnelle. On va vivre, les gens vont vivre beaucoup d'irritabilité, puis de la tristesse aussi. C'est ce qui va se manifester le plus souvent chez les gens. Par exemple, j'ai une mauvaise journée au bureau, puis là, j'arrive chez nous, puis je le sais que rendu chez nous, ben, j'ai des choses à rendre pour le lendemain, puis ça me stresse. Mais ça se peut que pendant mon trajet jusqu'à la maison, que le monsieur qui est en avant, il chauffe pas super vite, puis qu'il crée du trafic, mais ça me mérite pas mal plus que d'habitude, puis que ça me rende de mauvaise humeur. Hein? Puis je sois pas mal impatiente, puis j'ai le goût de le klaxonner, le bonhomme qui roule pas super vite en avant. Même chose, j'arrive chez nous, puis mon enfant est là, puis il veut juste jouer avec moi, puis là, il renverse son verre d'eau, puis bang, envoie dans ta chambre. Ça se peut que je sois moins impatiente encore, puis que ça joue sur mes émotions, puis que je sois plus drastique, puis plus agressif, puis que ça soit très expéditif, mon enfant. Donc ça, c'est tous des symptômes émotionnels qui peuvent jouer. Ça peut ressembler à quoi aussi des symptômes émotionnels? Ben, ça peut être de la nervosité, ça peut être de se sentir tout le temps sous pression, tout le temps avoir envie d'exploser. Ça peut être d'être hypersensible, d'être super agité, de se sentir tout seul aussi. Des fois, certaines personnes vont avoir tendance à se sentir seules quand ils vont être en situation de stress. Donc, un paquet de symptômes émotionnels. On embarque dans les symptômes cognitifs, finalement. Nos symptômes cognitifs, ça, c'est tout ce qui relève de la cognition. Donc, ça va être nos capacités intellectuelles qui vont être atteintes au niveau quand on parle de symptômes cognitifs. C'est quoi? Bien, ça peut être une baisse de l'estime de soi, d'avoir plus de difficultés à résoudre nos problèmes, d'être moins concentré à une tâche, avoir des troubles du jugement, d'avoir des difficultés à prendre des décisions, avoir des pensées anxieuses, perdre son sens de l'humour. Hein. Quand on est stressé, souvent, on a tendance à rien trouver drôle du tout, puis à seulement focusser sur ce qui nous stresse, puis vivre dans notre stress. Puis sinon, à long terme, ben, les symptômes cognitifs, ça peut avoir un impact sur notre mémoire. Donc, on peut finir par avoir des troubles de mémoire. Donc, il faut être à l'écoute de ces symptômes-là. Hein? Donc, il faut être capable de reconnaître comment on vit notre stress pour pouvoir identifier d'où il vient ce stress-là. Parce que des fois, le stress, oui, c'est super évident. Bon, mais je suis stressée parce que j'ai une conférence à donner ou je suis stressée parce que faut que j'écrive une demande de subvention puis j'espère qu'elle est bonne, ma demande, parce que l'organisme en dépend. Fait que des fois, c'est super évident, mais d'autres, non. D'où l'importance d'être à l'écoute de ces symptômes de stress. Fait que lorsqu'on va examiner nos réactions automatiques face au stress, mais on va être mieux outillé pour pouvoir choisir les bonnes stratégies pour faire face à la situation. Fait que c'est essentiel de mieux identifier comment on réagit quand nos capacités d'adaptation là, sont vraiment sous haute pression puis qu'on vit un stress. Donc, on va voir ensemble nos facteurs de stress. Fait que quand on reconnaît puis on explore nos facteurs de stress, on va pouvoir plus facilement équilibrer là, notre réseau de soutien social, d'examiner nos options, puis de prendre des meilleures décisions. Fait que, est-ce qu'on se fait du ciné avec le stress? Il y a 4 affaires qui font augmenter les hormones de stress dans notre corps. Première chose, c'est les situations auxquelles on doit faire face, sur lesquelles on a peu de contrôle. Ensuite, il y a les situations qui sont imprévisibles, les situations qui sont nouvelles pour nous, puis il y a les situations qui menacent notre ego. Je prends un exemple, je prends moi, mettons, comme exemple, qui a à vous donner cette conférence-là cet après-midi. Est-ce que j'ai du contrôle sur la situation?
Mais j'ai quand même un certain contrôle. Tu sais, j'ai pu vous laisser entrer dans la salle, je peux ouvrir votre caméra, je peux couper votre micro, je peux l'ouvrir si ça me tente. Fait que j'ai un certain contrôle. Est-ce que c'est imprévisible? Quand même, je dirais que c'est assez imprévisible parce que si mon fournisseur Internet décide qu'ils font une réparation puis qu'ils doivent me couper Internet ou s'il y a une panne de courant, bien, ça se peut que la conférence ça finisse direct net sec maintenant puis que ça soit tout. Fait que oui, c'est imprévisible. Puis, est-ce que c'est nouveau pour moi? Ben oui, c'est ma deuxième conférence en ligne comme ça que je donne à parler à mon ordinateur. Fait que oui, c'est quelque chose de quand même assez nouveau. Puis, est-ce que ça menace mon ego? Oui, vraiment, parce que si je me plante, ben, c'est mon estime de moi-même qui va en manger un coup. Fait que c'est quand même une situation assez stressante. Puis le simple fait d'anticiper une situation qui me stresserait, ben ça peut engendrer chez moi une réponse de stress. Fait qu'après-midi, je me dis, OK, avant midi, je me dis, OK, il faut que je donne une conférence cet après-midi, mais tu sais, j'ai généré chez moi la réponse de stress juste par le simple fait d'anticiper que je devais donner une conférence. Puis une autre chose super importante là, dans le ciné, c'est que tous ces éléments-là, ils sont additifs. Fait que plus la situation à laquelle je suis confrontée là, répond à contrôle, imprévisibilité, nouveauté, puis ego menacé, bien plus ça va me stresser. Donc, le ciné, ça va nous aider à décortiquer la situation pour cibler c'est où je dois mettre mon énergie pour pouvoir le dissoudre, ce stress-là. Fait que souvent, on dit qu'un stress qui est à moitié compris va être à moitié apprivoisé, d'où l'importance des facteurs de stress, de décortiquer son stress avec le ciné. On prend un autre exemple. Vous connaissez bien ça? La fameuse COVID. Qu'est-ce qu'on a? Le contrôle sur la COVID. On n'a pas vraiment de contrôle, hein, parce qu'on ne peut pas dire, OK, bon, ben c'est beau, j'en ai assez d'être toute seule chez nous, je suis tannée d'être isolée, cloîtrée, tu peux t'en aller, merci, bonsoir, c'est assez, bye-bye. Fait qu'on ne peut pas dire ça, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Est-ce que la COVID, c'est imprévisible? Quand même, hein, on n'a aucune idée quand est-ce que ça va finir. Ça va-tu finir dans des mois, des semaines, des années? On est pas mal dans le néant. Est-ce que c'est nouveau? Oui, hein, c'est nouveau. Ça a pris, je ne sais pas combien de temps à trouver un remède, un vaccin pour ça, puis personne ne connaissait trop ça, puis on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Puis, est-ce que ça menace notre ego? Bien, pour certaines personnes, oui. En fait, la COVID, ça va menacer son ego parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est sûr que vous vous rappelez, il y a plein de gens, en fait, à cause de la COVID, qui ont perdu leur emploi. Donc, sentiment d'estime de soi, valeurs personnelles, c'est toutes des choses qui vont venir impacter la personne qui a perdu sa job. Donc, son ego va être menacé. Après ça, il y a plein de gens aussi qui ont dû s'en aller à la maison puis télétravailler. Puis c'est pas tout le monde qui est super à l'aise avec la technologie. Fait que le simple fait, de toujours aller hey, mais tu sais, pourrais-tu m'expliquer ce programme-là, ce logiciel-là, je comprends pas, ou comment je fais pour me connecter à un Zoom, à un Teams, si ça vient impacter encore là ton estime de soi, confiance en soi. Donc, ça menace ton ego. Puis, bien, mettons qu'on pense aux personnes âgées. Hein? Les personnes âgées, c'est comme s'ils s'étaient fait dire, là, moi, là, le gouvernement, je t'enlève toute ton autonomie, puis c'est moi qui prends soin de toi maintenant, là, tu restes chez vous, c'est pour ta sécurité. Donc, encore là, ça a menacé l'ego d'une panoplie, d'un paquet de personnes âgées. Donc, oui, la COVID, ça peut être stressant pour certaines personnes. Fait que la pandémie, ça peut faire vivre un paquet d'émotions différentes pour un paquet de monde. Puis c'est pas tout le monde qui va l'interpréter de façon stressante. Il y en a pour certains, la pandémie a fait que, OK, mais tu sais, parfait, je vais en profiter pour passer du temps de qualité avec ma famille. Fait que deux personnes peuvent ressentir des émotions complètement différentes. Pour faire une belle petite suite à ça, là, je vous ai mis la citation d'Anaïs Nin qui dit nous ne pouvons pas voir le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Donc voilà, chacun l'interprète à sa façon. On va regarder ensemble les stresseurs. Il y a deux sortes de stresseurs. Il y a les stresseurs qu'on dit absolus, puis il y a les stresseurs relatifs.
Les stresseurs absolus, ça, là, c'est des stresseurs que quand les gens vont être confrontés à ça, bien, tout le monde va l'interpréter comme étant une situation stressante. Dans le jargon scientifique, on dit que c'est des stresseurs objectifs et universels. Fait que ça peut être quoi un stresseur absolu? Au fond, ça peut être un tsunami, un tremblement de terre. Les événements du 11 septembre, là, ça a été un stresseur absolu pour beaucoup de monde. Puis, les stresseurs relatifs, c'est quoi? Mais c'est des stresseurs que seulement certaines personnes qui vont être confrontées à ce stresseur-là, ils vont l'interpréter comme quelque chose d'étant stressant. Fait que c'est des stresseurs qu'on dit subjectifs. Fait que ça va créer un paquet de réactions chez les gens. Fait que ça peut être quoi, ça, un stresseur relatif? Ben, tu sais, la pression au travail, le trafic, les impôts, faire un examen pour les étudiants, ça va être des stresseurs qu'on dit relatifs. Fait que ce qui est stressant pour nous l'est peut-être pas nécessairement pour le voisin. Il y a deux formes de stress dans la vie. Il y a le stress dont on use et le stress qui nous use. Fait que le stress dont on use, lui, il va nous aider à performer. Hein? On va transformer notre énergie en énergie d'action. Souvent, on va entendre les chanteurs dire « Oh mon Dieu, j'ai le trac avant d'entrer sur scène. » Mais ils vont réussir à transformer leur stress pour pouvoir donner un bon show pour que le stress devienne quelque chose d'utile. Puis, le stress qui nous use, lui, ben, c'est quand on a tout le temps l'impression qu'on va échouer, qu'on s'abat sur notre sort, qu'on dit « Oh mon Dieu, ça va mal aller, je suis pas bonne, je suis stressée, ça va pas, je vais échouer. » On s'abat vraiment sur notre sort. Fait que ce qu'il faut faire, c'est d'être capable là, de transformer le stress qui nous use en stress dont on use. Puis on va réussir à faire ça grâce aux stratégies d'adaptation qu'on va voir un petit peu plus tard. Pour l'instant, par exemple, on va parler des phases de réaction du stress de Anne Celi. J'espère que je prononce bien son nom. Fait que lui, Anne Celi, c'était le fondateur puis le directeur de l'Institut de médecine puis de chirurgie expérimentale de l'Université de Montréal. Lui, dans le fond, il a consacré ses études au stress. Puis lui, il a dit, écoutez, il y a 3 phases de stress. Donc, la première phase au stress, c'est la phase d'alarme. Ça, c'est la réaction immédiate là, qu'on va avoir face à quelque chose, un agent stresseur, là, quelque chose de stressant. Puis, généralement, cette phase-là va être de courte durée. Fait que c'est comme notre moyen de défense là, à court terme. Puis à cette étape-là, on peut observer souvent là, chez les gens là, des changements de la rigidité au niveau du visage, il va y avoir des tremblements. Donc ça va être tous les symptômes physiques qu'on a vus un petit peu plus tôt qu'on va pouvoir observer à cette étape-là. Fait que les changements qui se produisent là, à l'intérieur de notre corps sont encore plus grands, par exemple, que le changement de nos visages. Fait que là, notre corps immobilise l'énergie pour fuir ou combattre la menace pendant la phase d'alarme. Puis, ben, cette énergie-là est tellement consacrée à faire ça qu'on n'a plus d'énergie ailleurs pour mettre ailleurs là, pour autre chose. Fait que notre système immunitaire va être affaibli à ce niveau-là parce que nos énergies vont être concentrées ailleurs. Ensuite, il y a la phase de résistance. La phase de résistance, ça, c'est quand le facteur stress, là, il se prolonge un petit peu dans le temps. Là, le corps, il doit s'adapter puis forcer encore un petit peu plus pour résister à ce stress-là. Fait que c'est l'ensemble des réponses biologiques qui va nous permettre d'endurer la situation, la phase de résistance. Puis encore là, ben, à ce stade-là, notre énergie est tellement concentrée à combattre la menace qu'on n'a plus d'énergie pour autre chose, puis notre système immunitaire, à ce moment-là, il est encore affaibli. Vient finalement la phase d'épuisement. La phase d'épuisement, ça arrive là, quand on est dépassé, que nos capacités d'adaptation en peuvent juste plus. C'est quand on est exposé là, trop longtemps au stress, on en arrive là, on n'est plus capable. C'est comme si notre système là, de digestion au stress, là, ça allait pas. Là. Donc, à cette étape-là, ben, c'est souvent là qu'on voit apparaître le burn-out, là, en bon français, l'épuisement professionnel. C'est souvent à ce moment-là qu'on voit les gens là, se rendre jusque-là parce qu'ils vont avoir été exposés au stress pendant trop longtemps. Il y a un petit fait intéressant par rapport à ça. Selon Anne Celi, là, les patients qui ont souffert de stress depuis super longtemps, ben, ils peuvent succomber plus facilement à des crises cardiaques, puis à des infections sévères, justement parce qu'ils ont été exposés trop longtemps au stress, donc ils sont rendus plus vulnérables aux maladies. Fait que si on prend, exemple, les phases d'épuisement, là, je prends mon verre d'eau, puis c'est comme si je disais, OK, bon, mais tout le monde, on prend son verre d'eau, puis on le tient comme ça pendant 1 minute. Tu sais,
Une minute, ça va. Puis là, je vous dis, OK, bon, ben, on va le tenir comme ça, gang, pendant 1 heure, sans déposer notre coude, on ne triche pas personne, 1 heure comme ça. Ça se peut que là, on commence à fatiguer. Après 1 heure, on aurait le bras, ça y tenterait moins. Puis là, si je vous dis, OK, parfait, bon, ben, phase d'épuisement, on tient ça pendant une journée, on se donne ça, let's go. Mais ça se peut qu'après une journée, ben, notre bras, hein, il soit engourdi, puis il soit paralysé. Fait que c'est la même chose pour le stress. C'est important de déposer notre stress de temps en temps pour pas en venir qu'à être plus capable d'évacuer tout ce qui se passe dans notre corps. Fait qu'il faut déposer notre stress, déposons notre verre d'eau de temps en temps. On va faire une petite minute scientifique, voir c'est quoi qui se passe dans notre corps à ce moment-là, pendant nos phases de réaction. Quand on fait face à un agent stresseur, là, un facteur stress, qu'est-ce qui se passe? Fait quand il y a un agent stressant qu'on identifie, il y a une petite région de notre cerveau, ou la petite flèche, qui est, ça s'appelle l'hypothalamus. Lui, il va envoyer un message chimique à notre glande pituitaire, qui est aussi dans notre cerveau. Puis de là, il y a un second messager chimique qui va être envoyé par la circulation sanguine à nos glandes surrénales. C'est les deux petites glandes, là, ça le dit, au-dessus des reins. C'est les deux petites choses verdâtres, là, triangulaires que vous voyez dans votre écran. Puis les glandes pituitaires, c'est eux qui sécrètent le cortisol. Le cortisol, on l'appelle souvent l'hormone de stress. Fait que c'est elle qui va dire au corps, let's go, fonctionne, il se passe quelque chose, tu n'as pas le choix, réagis en web. Il y a aussi l'adrénaline qui entre en jeu à ce moment-là. Elle, l'adrénaline, elle va transformer notre sucre en énergie pour préparer notre corps à une action rapide. Quand on pense à l'adrénaline, on peut penser, tu te promènes le soir sur la route, puis t'es fort, allume un chevreuil, mais le chevreuil, il se met à courir pas à peu près. Fait que l'adrénaline, c'est un peu ça, comme un chevreuil là, en alerte qui part à la course. Fait que l'adrénaline, elle va nous aider à réagir plus rapidement. Puis le cortisol va aider notre corps à avoir plus de force pour combattre la menace ou fuir la menace. Fait que, dans le fond, si le stress est de courte durée, notre corps il va être capable de l'évacuer naturellement, l'adrénaline puis le cortisol qui va avoir été sécrété dans notre corps. Mais si on est exposé trop longtemps au stress, bien, il va en avoir trop d'adrénaline, puis il va en avoir trop de cortisol dans notre corps, puis notre corps ne sera pas capable de l'évacuer. C'est ça qui fait quand on est rendu à la phase d'épuisement qu'on voit les épuisements professionnels. Là. Fait que c'est important de l'évacuer, ce stress-là, puis de trouver des moyens pour l'évacuer. Alors, le saviez-vous? En fait, le stress, c'est la principale source d'interférence à la mémoire. Qui a jamais entendu dire « Ah non, j'ai oublié, ah, je suis désolée, ah, j'ai oublié parce que je suis stressée. » Tu sais, qui a jamais entendu ça? Même moi, je l'ai dit, tout le monde le dit. Parce que le stress, oui, ça joue sur notre mémoire. Si on n'a pas assez d'hormones de stress dans notre corps, ben on n'aura pas de mémoire. Puis si on en a trop, on n'aura pas plus de mémoire. Fait qu'il faut trouver un équilibre. Fait que là, vous me dites, OK, bon, comment on fait pour trouver cet équilibre-là? Est-ce qu'on en fait tous de l'Alzheimer ou. Non, rassurez-vous, il y a 2 niveaux d'hormones de stress qu'on peut avoir dans notre corps. Fait qu'il y a le niveau de cortisol au repos, qu'on dit le niveau de cortisol basal. Puis ça correspond au niveau de tous les jours qu'on a d'hormones dans notre corps qui sont essentielles à notre bon fonctionnement. Fait que c'est un mécanisme normal de notre corps de créer du cortisol. Puis, il y a le niveau de cortisol réactif. Ça, c'est quand on a à faire face à un stress. Fait que là, ben, notre réponse de stress est élevée. Fait qu'on crée beaucoup de cortisol puis on crée beaucoup d'adrénaline. Fait que c'est quelque chose qui se crée naturellement dans notre corps, mais oui, le stress peut affecter notre mémoire. Fait que là, ce qu'on vient de faire, au fond, c'est qu'on vient de décortiquer notre stress. Fait qu'on a reconnu les signes de stress, nos symptômes de stress avec nos 4 catégories. On a trouvé l'origine du stresseur. Grâce à nos symptômes, on a été capable d'identifier d'où il vient ce stress-là. Puis, on a déconstruit notre stress grâce au ciné avec nos facteurs de stress. Fait que maintenant, il faut le reconstruire notre stress pour être capable de mieux l'apprivoiser. Puis, quand il va se repointer le bout du nez, de se dire « OK, bon, mais j'ai fait face au stress la dernière fois de cette façon-là. » Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les situations de stress soient contrôlables, qu'ils soient prévisibles, qu'ils ne soient pas nouvelles, puis qu'ils n'atteignent pas notre ego? Ben, on va faire face au stress avec nos stratégies d'adaptation.
Fait qu'il faut se rappeler, par exemple, avant d'embarquer là-dedans, qu'il n'y a pas de solutions qui vont être faciles, puis il n'y a pas de solutions qui vont être universelles. Fait que ta stratégie d'adaptation à toi, à moi, ça se peut que la mienne ne fonctionne pas pour toi, puis que la tienne ne fonctionne pas pour moi. Fait que c'est important d'avoir ses propres stratégies d'adaptation. Alors, on a les stratégies d'adaptation anti-stress qu'on dit en fait dysfonctionnelles. Fait que ça serait bien plus simple de dire ah, mais tu sais, dans le fond, si j'évitais le stress, ça serait bien moins compliqué, tu sais. Mais c'est quelque chose qui est dysfonctionnel. Puis c'est quoi ces stratégies dysfonctionnelles-là? Comment on peut faire pour utiliser ça? Bien, en faisant de la négation, de dire, ben, il n'y en a pas de problème. En plus de ne pas avoir géré ton stress, ben, en fait, je recommence. La négation, ça fait que tu ne régleras pas la situation parce que tu nies complètement qu'il y a un problème. Donc, c'est dysfonctionnel pour ça. Après ça, il y a la diversion. La diversion, c'est quoi en fait? Ça peut être fait comment? Bien, en consommant de l'alcool, des drogues, en mangeant, provoquer des disputes pour détourner le problème. Ça peut être une forme de diversion. Il y a la cyberdépendance, il y a les jeux électroniques aussi, les cellulaires, puis plusieurs autres choses, dans le fond, qui peuvent servir à faire diversion pour juste fuir ton problème. Fait qu'il faut faire attention à la diversion puis l'évasion parce que ça peut créer des dépendances, puis en plus, ça peut réduire nos relations, puis ça peut détruire nos relations puis notre vie professionnelle en pratiquant la diversion. Fait que c'est quand même dysfonctionnel. Il y a l'évitement, tu sais, ces stratégies-là peuvent être efficaces à court terme, mais à long terme, tu finis par pas régler ton problème. Puis l'évitement, mais tu sais, c'est un bon exemple. Tu te chicanes avec ton patron, puis là, tu te dis, ah, mais tu sais, ça ne me tente pas tant de le voir, mais je vais l'éviter là, pendant une couple de jours dans le corridor. À court terme, tu vas le régler, tu ne seras pas stressé parce que tu te dis, je l'évite, je n'aurai pas à régler mon problème. Mais à long terme, ton problème va toujours être là. Fait que l'évitement, ça l'empêche de résoudre la situation. Puis, ben, il y a le défoulement émotif comme stratégie dysfonctionnelle. Hein. Le défoulement émotif, c'est quoi ça? Ben, tu sais, c'est de tout focaliser ton attention là, sur les émotions négatives, puis l'extérioriser, puis dire que ça va pas, puis toujours être négatif, puis le sortir, puis le sortir. Fait que tu ne régleras pas non plus ton problème, mais en plus, tu vas augmenter tes hormones de stress en faisant ça. Tu vas créer des conflits avec les autres. Puis les autres, ben, ils vont sûrement s'en aller parce qu'ils ne vont pas être tannés de t'entendre dire des affaires négatives tout le temps, puis de te défouler émotivement de façon négative. Fait que ça, c'est toutes des stratégies dysfonctionnelles parce qu'à court terme, oui, ça a un effet, mais à long terme, non. On va voir ensemble des stratégies qui vont être fonctionnelles, OK? Fait que nos stratégies fonctionnelles, première chose qu'on pourrait faire pour régler, pour dissoudre notre stress, c'est d'être positif. Il faut se dire, dans le fond, que derrière chaque situation qui nous stresse, bien, il y a un apprentissage qui est caché au bout du compte. On peut apprendre quelque chose, soit sur nous, sur nos forces, nos limites, nos capacités d'adaptation. Il faut juste arrêter de focusser sur le négatif. Il ne faut pas voir le stress comme quelque chose qui va nous empêcher d'avancer, mais plutôt comme quelque chose là, qui va nous permettre d'apprendre, qui va nous permettre de nous adapter à la situation pour pouvoir aller plus loin puis passer à autre chose. Ensuite, il faut être capable de composer avec les erreurs. Hein? Donc, il faut apprendre de nos erreurs parce qu'éventuellement, plus tard, on va pouvoir référer à ça. Ça va nous aider à prendre des décisions. Puis pourquoi je dis ça? Parce que, exemple, tu fais une erreur, puis là, ben, tu dis, OK, bon, mais là, tu as à faire face à une situation. Qu'est-ce que j'avais fait donc dans le passé pour pouvoir faire cette situation-là? Ah, OK, oui, j'avais mis telle stratégie de l'avant, ça n'a pas fonctionné. Alors là, tu le sais, tu te dis, bon, mais je n'utiliserai pas cette stratégie-là, je vais me trouver complètement autre chose. Donc, il faut être capable de voir ces erreurs comme une situation d'apprentissage plutôt que, tu sais, toujours focuser sur le négatif. Fait qu'il faut composer aussi avec ces erreurs pour pouvoir dissoudre son stress. À l'inverse de ça, il faut être capable de composer avec le succès. D'apprendre à se féliciter, d'être fier de nous, ça va profiter à notre sentiment de compétence, notre estime de soi. Puis, on va pouvoir référer encore là à ces stratégies-là quand on va être dans le futur, on va pouvoir référer aux stratégies qu'on a utilisées dans le passé pour faire face à la situation puis réussir encore une fois. Ensuite, il faut accepter. Il faut être capable d'accepter le stress. On l'a dit au début, hein, on doit vivre avec, c'est essentiel le stress. Fait qu'il faut aussi être capable d'accepter de faire des erreurs puis de s'accepter nous-mêmes.
Il n'y a personne de parfait dans la vie. Hein? Fait qu'il faut aussi accepter ce qui est possible de changer plutôt que tout le temps souhaiter là, désespérément que les choses changent et que ça soit différent. Fait que juste d'accepter ce qui est, ça va nous permettre de mieux gérer notre stress. Puis qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour nous aider à accepter? Bien, tu sais, quand on se dit j'abandonne, mais souvent on va se sentir mal. Tandis que quand on accepte, bien, on va se sentir soulagé. Fait que c'est en acceptant qu'on va réussir à se sortir là, de cette spirale nocive-là du stress. Il faut faire des choix aussi. Ça se peut qu'à un moment donné dans notre vie, on va être exposé à plusieurs facteurs stress en même temps. Fait qu'il faut être capable de se dire, OK, bon, mais je vais m'attaquer à lui en premier, puis ensuite, je m'attaquerai à l'autre. Parce que sinon, on va juste se sentir dépassé puis submergé par le stress. Donc, c'est important de faire des choix. Un autre exemple de faire des choix, ça pourrait être, tu reçois à souper une grosse gang, peut-être pas là en situation, en pandémie, mettons, mais quand ça sera fini, tu reçois une grosse gang, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je suis stressée, puis là, ma maison est en bordel, il faut que j'aille à l'épicerie, j'ai un paquet de choses à faire pour que ça soit vivable dans la maison pour recevoir mes invités. Bien, ça serait de se faire une liste de choses à faire, puis d'éliminer, tu sais, ce qu'on considère moins important. Tu sais, c'est quoi les chances que les invités aille voir dans ta chambre si tu as fait ton lit ou aille voir dans ta chambre si la chambre des invités est clean, s'il n'y a pas trop de poussière à terre. Fait que d'éliminer ce qui n'est pas essentiel, déjà là, ça va nous aider à diminuer notre stress. Une autre stratégie qui pourrait être fonctionnelle, ça serait de développer l'autodiscipline puis le contrôle. On l'a dit, hein, faire une liste, c'en est un bon exemple de ça, développer son autodiscipline puis le contrôle. Ça peut aussi être de se faire un horaire, ça peut être de se faire un budget. Ça va nous aider au niveau du contrôle et de l'autodiscipline. Fait que c'est important de trouver la meilleure façon pour nous de s'autodiscipliner. Hein? Pas la façon que le voisin utilise, ça va être bon pour moi, pas nécessairement. Fait que développons une autodiscipline puis un contrôle, ça va nous aider à gérer notre stress dans la vie de tous les jours. Il faut communiquer aussi, comme c'est une bonne stratégie pour faire face au stress, juste l'évacuer. Éviter de ruminer et de garder en dedans qu'est-ce qu'on vit, là. Un peu comme un presto, là, si on accumule, ben, à un moment donné, c'est normal que ça l'explose puis que là, ben, ça va peut-être sortir tout croche, on n'aimera pas ça. Fait que c'est important de communiquer, de le dévoiler, ce stress-là, pour nous aider à réduire l'emprise qu'il y a sur nous autres. Il faut communiquer, oui, mais il faut aussi être capable d'apprendre à dire non. Hein, de respecter nos limites. Mais là, je ne vous dis pas de tomber dans l'évitement, là, dans les stratégies dysfonctionnelles de tantôt, de tomber là-dedans et de dire non à tout. Là. Ce que je vous dis, au fond, c'est vous vivez déjà une situation de stress, par exemple, puis là, quelqu'un vous arrive avec OK, bon, ben, il y aurait ça en plus à faire, pourrais-tu faire ça, s'il te plaît? Puis tu en as déjà là de stress, tu as le droit de dire non. Tout le monde a le droit de dire non, mais là, faites pas de l'évitement, par exemple. Donc, communiquer puis établir ses limites, être capable de dire non. Ça va nous aider. Puis pour communiquer, il faut avoir un réseau de soutien social. Hein? Fait qu'il faut être capable d'avoir créé des liens avec des gens, puis d'établir nos limites dans ces relations-là aussi. Donc, avoir du soutien social, ça va nous aider au niveau de notre stress aussi. Il faut se ressourcer également. Hein? Il faut prendre du temps pour soi, pour pouvoir être capable de dissoudre notre stress. Le temps, c'est sûr, on n'en a pas. Il faut le prendre, ce temps-là. On dit que le temps, c'est de prendre du temps pour soi, c'est un anti-stress naturel. Juste de s'adonner à des activités qu'on aime. Puis il faut le faire parce qu'on a toute une pile de lavage, des enfants à les porter aux activités, des factures à payer. On a tout un paquet de choses. La vie va vite. Il faut juste prendre le temps de s'arrêter puis prendre le temps de prendre du temps pour soi. Finalement, ces stratégies-là, il faut les entretenir. Il faut pratiquer. Il faut les mettre à l'épreuve. Il faut en essayer plusieurs pour trouver lesquelles nous conviennent à nous. C'est comme conduire un auto manuel. Là. À force de clutcher et déclutcher, ça va venir tout seul. Fait que c'est important aussi d'en développer plusieurs de ces stratégies-là. Parce qu'exemple, moi, avant de donner cette conférence-là, si je me serais dit, OK, bon, je suis stressée, je vais colorer un mandala, mettons. Ça me ressource, je vais colorier ça. Mais si je développe juste ça, ça se peut que dans une dizaine de jours, si j'ai redonné cette conférence-là, colorier mon mandala, ça n'évacue pas mon stress, mais pas une minute. Fait que c'est important de développer plusieurs stratégies pour
pouvoir y référer quand on va avoir à faire face à une situation X dans le futur. Puis finalement, il faut se demander, dans le fond, qu'est-ce que ça va changer si je stresse? Une maman, par exemple, qui est en retard à sa réunion, elle stresse. Elle se demandait, OK, bon, mais ça va changer quoi si je stresse? Souvent, on a tendance à focusser sur tout le temps le négatif de la patente. OK, bon, mais je vais être stressée, là, je vais déranger tout le monde, je vais arriver en réunion, puis là, ça va pas. Mais elle ne focus pas sur, hey, pourquoi je suis en retard, Elle est en retard parce qu'elle a pris 5 minutes de son temps pour féliciter son chum qui a reçu son diplôme de maîtrise par la poste, par exemple. Fait au lieu de se dire, hey, j'ai fait une bonne action, j'ai renforcé mes liens familiaux, on a célébré ça, c'est un grand accomplissement pour lui, on va juste se focusser sur ce qui est de négatif. Puis en plus de ça, à se dire, oh non, je vais arriver en retard, oh non, je vais arriver en retard. Mais quand elle va arriver à sa réunion, mais ça va prendre pas mal plus de temps avant que tu te redéposes et tu te dises, OK, tu évacues ton stress, puis là, tu n'écouteras pas plus, puis tu vas déranger un paquet de monde qui sont à la réunion. Fait que demandons-nous donc, qu'est-ce que ça va changer si on stresse? On va parler brièvement là, des émotions en temps de crise, en ce temps de pandémie. C'est sûr que c'est difficile de décoder les émotions parce qu'on est constamment en situation d'adaptation. La carte du Québec, elle a changé de couleur, comme les feuilles ont changé de couleur à l'automne. Il a fallu s'adapter à je ne sais pas combien de règlements sur les mesures sanitaires. Fait que c'est normal, on s'y perd tellement facilement. On est tout le temps en demande d'adaptation. Fait que c'est normal de faire face à du stress, c'est normal de faire face à des émotions qu'on dit plutôt désagréables. Fait que nos stratégies d'adaptation qu'on vient de voir, là, ils vont nous aider à faire face à ces émotions-là, à ce stress-là qu'on vit là, tous. Fait que c'est important, je le mentionne encore, là, d'en développer plusieurs des stratégies d'adaptation. Une autre chose par rapport au stress, il faut faire attention à la résonance de stress. Parce que oui, le stress, c'est quelque chose qui peut être contagieux. Donc, il faut faire attention à ça. Comprendre là, nos réactions automatiques qu'on a là, face au stress, ça va nous aider nous, mais ça va aider aussi notre entourage. Fait que c'est super instructif ce qu'on vient de faire parce qu'on va pouvoir l'appliquer à d'autres aussi. Fait, exemple, quand on reconnaît une réaction au stress chez une autre personne, on va être moins tenté de prendre son comportement personnellement. En se rendant compte qu'il s'agit d'un mécanisme là, de défense qui permet à l'autre personne d'apprivoiser son stress, ben on va être moins enclin à ressentir là, le besoin de se défendre par rapport à la situation, puis on va peut-être être capable même de l'aider, cette personne-là, en se référant à ce qu'on vient de voir ensemble. Fait exemple, vous découvrez que il y a un de vos clients ou un de vos amis qui commence à se sentir agité là, quand il n'y a pas son espace personnel, par exemple. Fait qu'une fois que vous le savez, vous êtes en mesure là, de percevoir l'agitation de cette personne-là, mais vous êtes en mesure de soit lui laisser son espace ou de vous déplacer dans un endroit plus approprié, de remettre votre rencontre. Fait que vous êtes capable de faire face à cette situation-là. Dans le fond, c'est vous démontrer de l'intelligence émotionnelle. Puis, en fait, vous êtes plus résilient. Fait que faire face au stress, bien, ça va nous permettre d'être plus résilients aussi. On va en parler justement un petit peu de résilience. La résilience, ça vient du mot résilière qui veut dire rebondir. Fait que c'est la capacité qu'on a à surmonter des épreuves ou à s'y adapter. Fait que dans le fond, c'est d'être flexible, un peu comme un roseau là, dans le vent. Là. La flexibilité, ça va nous aider à nous adapter. Si on est trop rigide, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ils vendent, mais clair, ça se peut qu'on casse ça. Fait que, c'est ça. C'est d'être flexible puis s'adapter, d'accepter ce qui est, dans le fond. Fait que la résilience, ça va exiger de la confiance en soi, de la souplesse cognitive puis émotionnelle. Ça va nous demander des bonnes capacités de régulation émotionnelle aussi, un optimisme réaliste, puis une bonne dose là, de ténacité à résoudre nos problèmes. Je vais vous poser une petite question. Fait que selon vous, dans les commentaires, encore une fois, là, s'il vous plaît, c'est qui est le plus résilient entre Superman puis Batman? Fait que j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Selon vous, c'est qui est le plus résilient? Superman ou Batman? OK, c'est bon, ça rentre tranquillement, moins rapidement que tantôt. C'est peut-être une bonne question.
OK. En fait, c'est Batman. Vous avez raison, quand même, vous êtes bon. Une personne résiliente va plus ressembler à Batman qu'à Superman parce que la résilience, au fond, c'est pas synonyme d'invincibilité, hein, comme Superman qui est invincible, mais plutôt de souplesse puis d'adaptation. Batman, lui, il se sert de ses forces puis il fait preuve de souplesse pour faire face à toutes les situations auxquelles il est exposé, tandis que Superman, lui, ben, il a des super pouvoirs. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle petite question cocasse qui s'adaptait bien à la résilience. Fait que la résilience, ça va nous servir à quoi dans la vie? Bien, la résilience, ça va nous permettre d'être en meilleure santé puis de vivre plus longtemps, d'être plus heureux dans nos relations avec les autres. Ça va nous permettre de renforcer notre système immunitaire, d'être moins susceptible, puis d'être moins susceptible d'être déprimé. Pardon, je bloque un micro. Puis, ça va nous permettre d'éprouver plus de succès, de donner un sens à notre vie plus facilement aussi en étant résilient. Puis, ça va nous donner le sentiment d'avoir plus de contrôle puis la capacité à résoudre nos problèmes. Fait que c'est d'accepter ce qui est en la résilience. Plus qu'on va accepter ce que de toute façon, on ne peut pas changer, moins on va générer de stress. Fait que comment on fait pour développer cette résilience-là? Bien, je vais vous proposer la technique des 5 C. Fait qu'on va commencer avec le C de centration. La centration, là, c'est de pratiquer une activité là, qui vous passionne. Quand vous pratiquez cette activité-là, bien, vous pensez à rien d'autre autour. Vous avez votre attention là, est dirigée vers ce que vous faites. Là, je ne vous demande pas de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Il faut vraiment que vous aimiez ce que vous faites, puis toute votre attention est là, vous ne pensez plus à rien du tout. Donc, pratiquer la centration, ça va nous aider à être plus résilients. Ensuite, la contemplation. La contemplation, là, ça, c'est la pleine présence, la pleine conscience. Ensuite, la création. Donc, ça, c'est de faire des activités qui vont combler notre besoin de beauté en appréciant. Fait que, dans le fond, c'est la gratitude, simplement, de pratiquer la gratitude. Mon exemple, moi, je suis reconnaissante quand je vais en forêt, je me promène dans le bois, puis tu sais, je suis reconnaissante d'être là, j'apprécie mon environnement, puis ça me fait du bien. Fait que pratiquer la gratitude, ça va nous aider à être plus résilients dans la vie. Ensuite, il y a le C de contribution. Contribution, en fait, c'est de faire des activités qui vont nous permettre de redonner. Faire du bénévolat, faire un don, tout ce qui va nous permettre de redonner à notre communauté, aux gens qui nous entourent. Puis, il y a la communion. Là, on ne parle pas de religion, inquiétez-vous pas. La communion, c'est plus de renforcer nos liens d'appartenance avec notre famille, avec notre communauté, avec nos amis, avec nous-mêmes. Là, vous me dites, OK, mais en pandémie, mais il y a un paquet de moyens, vous le savez, pour pouvoir être en communion et de renforcer vos liens sociaux. Présent. Donc, la technique des 5 C pour renforcer notre résilience. Donc, finalement, pour conclure cette heure avec vous, c'est en entretenant notre boîte à outils des facteurs de protection, comme le soutien social, être plus optimiste. Chacun d'entre nous, on va pouvoir développer nos stratégies d'adaptation propres à nous, puis nos comportements adaptatifs qui vont, eux autres, nous aider à dissoudre notre stress et à être plus résilients. Fait que finalement, il faut se rappeler que quand on se plante, on pousse au final.